Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on a retrouvé Thomas Binet justement pour parler d'investissement aujourd'hui au programme. Thomas. Eh bien Jean-Marie, on va parler d'investissement dans les résidences étudiants. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On va y répondre dans un instant. On recevra Bruno Guillier de Chalvron, délégué général d'AJP. Et on va parler des inégalités entre les hommes et les femmes et du rapport de la femme face au risque et à l'épargne. Et on terminera avec Bernard Cadot, notre expert en immobilier, qui va nous parler technologie et imprimante 3D. Non, c'est bien ça, allez tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Bon, alors du coup, investir dans une résidence étudiante, c'est une bonne ou une mauvaise idée? A priori, c'est une bonne idée, Jean-Marie. Mais en je plus, vais vous ça peut être utile. Et je vais vous détailler un peu quand même les raisons. D'abord, en France, vous avez environ 3 millions d'étudiants, ce qui représente un beau potentiel de locataires, d'autant plus que seulement 32% vivent encore chez leurs parents. Alors de plus, la France est en manque de logement pour étudiants. Par conséquent, le rapport offre-demande penche du côté de l'investisseur. Oui, en manque de logement tout court d'ailleurs. D'accord, mais alors est-ce que c'est un bon placement pour l'investisseur? Oui, parce que c'est un placement stable, générant des revenus. Il a la particularité de rester très peu vacant tant la demande est élevée. Alors évidemment, le turnover est important, mais logique avec ce type de bien. Cependant, il y a des règles à respecter pour que cela se passe très bien. Bon, alors ce que vous voulez dire, c'est que l'investisseur doit réunir quelques critères? Oui, absolument. Et au moment de l'acquisition, c'est tout à fait cela. Le choix de la ville, tout d'abord. Une ville ayant un fort potentiel étudiant qui est à retenir. Et ensuite, l'emplacement, toujours le même sujet. Proche des transports en commun et des commerces, des superficies réduites, par exemple T1 voire T2. Oubliez les appartements spacieux, c'est pas nécessaire pour ce type d'investissement. Alors tant qu'à faire choisir des résidences, prenez des résidences services. Exactement. Alors est-ce qu'il faut choisir le dispositif fiscal? Après, il faut le choisir justement pour accompagner l'achat. Oui, et puis il y en a plusieurs à votre disposition. Le Pinel, qui s'arrête en fin d'année et qui vous permettra de déduire jusqu'à 63 000 € maximum. Le dispositif LMNP non géré ou géré, c'est loueur en meublé non professionnel. En fonction du bien retenu, le bien géré laisse entendre que la gestion locative du bien est assurée par un professionnel. Alors on n'oublie pas quand même qu'une partie importante du bien est financée par les loyers. Choisissez bien vos locataires et laissez pas trop votre logement vacant. Exactement, pas trop de fêtes, surtout dans l'immeuble, ça peut créer des histoires. Merci beaucoup Thomas, tout de suite on accueille votre invité. L'invité de la semaine, c'est Bruno Guillier de Chalvron, délégué général d'AJP, l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, fondée en 1976, belle histoire. Elle représente 750 000 adhérents pour 22 milliards d'euros d'épargne confiée en gestion. Bienvenue à vous Bruno Guillier de Chalvron, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Le 8 mars dernier se tenait la journée de la femme. Vous venez de faire réaliser une étude par l'Institut Eudoxa. On y découvre en fil rouge de cette enquête que les femmes sont plus frileuses que les hommes à la prise de risque. Bref, qu'elles osent moins, c'est bien ça ? Oui, quelque part, c'est le résultat de cette étude. Il y a des inégalités sur les hommes et les femmes à beaucoup d'échelles de la société, mais on remarque dans cette étude que les femmes valorisent moins la prise de risque. Les femmes, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, décident moins que les hommes de se lancer, avec des thématiques derrière de manque de confiance, de manque de valorisation de la prise de risque, des thématiques finalement qu'on devrait pouvoir régler. Oui, parce que 63% des femmes avouent avoir manqué des opportunités professionnelles par manque de confiance en elles. C'est malheureusement ce que dit l'étude et c'est un des sujets sur lesquels il faut aujourd'hui travailler. Et l'étude montre quand même que ces disparités qui sont des disparités finalement de genre mais qui n'ont pas beaucoup de profondeur, elles doivent être réglées aujourd'hui. Du coup, la traduction de ce manque d'appétence quand même pour la prise de risque se retrouve également dans l'épargne. Elle privilégie des placements sécurisés. Alors, effectivement, 62% des hommes privilégient un placement sécurisé avec plus faible rendement et 72% des femmes. Il y a 10 points de plus pour les femmes. Donc, il y a une appétence différente, en tout cas, sur l'épargne et sur la composition de l'épargne. C'est ce que montre l'étude. 80%, donc 8 Français sur 10, estiment qu'il existe toujours d'importantes inégalités entre les hommes et les femmes. On le règle comment, ce problème? Pour autant que l'étude le laisse entendre. C'est avant tout par des mesures et par des réformes. Mais plus précisément, dans ce chiffre-là, il y a un chiffre qui m'intéresse, c'est par rapport à la retraite, au système de retraite. 73% des gens disent qu'il y a toujours des inégalités entre les hommes et les femmes vis-à-vis de ce sujet-là. Et surtout, la majorité des femmes, plus d'une femme sur deux, pense que ces inégalités perdurent aujourd'hui. Et quand on voit le contexte actuel avec une nouvelle réforme de la retraite il y a moins de 6 mois, ça nous fait poser des questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas pris conscience? Les gens n'ont pas pris conscience, ça veut dire qu'il existe toujours vraiment des inégalités sur le monde du travail et au niveau de la retraite, et que finalement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là en faveur des femmes. Parce que, c'est avant tout un changement de mentalité aussi. C'est un changement de mentalité, c'est un changement d'approche, c'est un changement de marché du travail et du marché de la retraite, oui. Oui, quand on voit quand même que dans les conseils d'administration des grandes entreprises, c'est principalement des hommes.
Alors, le conseil d'administration, il y a une loi qui régit aujourd'hui la présence des femmes dans les conseils d'administration. Mais vous voyez qu'au CAC 40, il n'y a que 3 femmes qui sont directrices générales d'une entreprise. Absolument. 3 sur 40, c'est pas suffisant. Parmi les solutions, quand même, pour réduire les inégalités, les Français privilégient l'autonomisation des nouvelles règles, sur de nouvelles règles, légales contraignantes, comme la parité stricte, les quotas, etc. Bon, c'est pratique. C'est ce que on disait juste avant, c'est-à-dire que les Français, je pense que c'est culturel, aiment bien régler ça par la loi, aiment bien régler ça par les règles. Et effectivement, plus la règle aujourd'hui imposera, ou en tout cas valorisera les femmes, la prise de risque chez les femmes dans les entreprises, etc., ça ne peut faire que du bien à la société en règle générale. Mais alors pourquoi elles sont moins confiantes en l'avenir que les hommes, ces femmes ? D'après ce que vous en avez retiré de l'étude. Alors ça, le sondage ne le dit pas. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que elles sont quand même confiantes en l'avenir, majoritairement. Un peu moins, donc il y a quelques biais qui existent, mais il faut retirer un message positif, quand même, de leur vision de l'avenir. Mais dites-moi, l'inquiétude des femmes par rapport à l'avenir, justement, elle est quand même légitime. Leur retraite est généralement moins élevée, leur salaire a été inférieur une grande partie de leur vie, la maternité, les temps partiels. Bon, je m'arrête là dans l'énumération, mais tous les facteurs sont installés pour qu'elles soient inquiètes. Bien sûr, bien sûr. Mais cette inquiétude, enfin encore une fois, la loi essaie de la régler au fur et à mesure du temps avec des nouvelles réformes, de nouvelles mesures, etc. Mais c'est un chemin long, c'est un chemin qui sera très long pour régler tous ces sujets-là, qui sont des sujets qui, on est en 2024 aujourd'hui, c'est des sujets qui ne devraient plus être au cœur d'actualité, surtout sur une journée de la femme. Alors comment on fait comment on fait pour les protéger plus vous à la JP, qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer pour justement aller sur ce parcours ? Alors moi sur AJP, donc assurantiel, sur le sujet assurantiel, il y a des stratégies en tout cas pour que au niveau d'un foyer, une protection du conjoint qui soit plus efficace. Et j'aurais envie de vous parler aujourd'hui du PER, du plan d'épargne retraite, qui a beaucoup d'avantages. C'est un contrat qui est extrêmement complet et technique qui permet de faire face à beaucoup de situations, et notamment la protection du conjoint. Et je vais vous donner 2 exemples. C'est qu'une fois que vous avez constitué votre capital pour la rente, à la rente, vous avez des options de réversion pour garantir un niveau de vie tout au long de sa vie à votre conjoint, des revenus réguliers à votre conjoint. Et vous avez aussi des options de transmission du capital et des exonérations de fiscalité sur le capital qui sont extrêmement intéressantes sur le PER. Donc aujourd'hui, avec l'assurance et avec les contrats d'assurance PER et assurance vie, on peut avoir une vraie stratégie sur un conjoint, sur un foyer conjugale de protection de son conjoint. Comment on fait pour protéger mieux son conjoint, d'autant plus dans une société où les divorces se sont installés comme règle ? Encore une fois, avec des stratégies bien optimisées par rapport à sa situation, non seulement professionnelle, à sa situation maritale, à sa volonté, une fois à la retraite, comment on veut dénouer son contrat et comment on veut envisager sa succession. Mais surtout, le plus important, c'est d'être bien conseillé. C'est-à-dire, comme vous le dites, il y a des situations qui évoluent et il faut régulièrement reprendre contact avec son conseiller pour faire évoluer ses contrats dans le bon sens par rapport à cette situation. Merci à vous. Merci à vous, Bruno Guillet de Chalvron. Je rappelle que vous êtes délégué général d'AJP. À bientôt sur Sud Radio. Allez, tout de suite, on explique quelque chose avec Thomas Vinet. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. On explique quelque chose avec Thomas, donc, et son expert du jour, c'est Bernard Cadot, qu'on est ravi de retrouver sur Sud Radio, notre consultant en immobilier. Alors, vous allez avec Bernard nous parler, Thomas, de technologie et d'imprimante 3D. C'est quoi le rapport avec l'immobilier ? Eh bien justement, Bernard va s'employer à essayer de nous l'expliquer dans un instant. Bernard, contrairement à certaines idées, l'immobilier peut innover, c'est bien cela ? Ben oui, Thomas, on découvre là un phénomène sans précédent. Eh bien justement, vous allez nous parler d'imprimantes, c'est bien ça ? Oui, alors au démarrage de l'histoire étaient les imprimantes à plat. Puis vinrent les imprimantes 3D pour créer de petits objets, puis des plus gros. Mais penser que l'on pourrait un jour construire des logements grâce à cette technologie relevait alors de l'utopie. C'en est maintenant terminé depuis une dizaine d'années, mais on change dorénavant de dimension et comme souvent, les États-Unis accélèrent. Oui, et puis ces innovations viennent du Texas tout particulièrement, c'est bien ça ? Oui, on y a vu là-bas une grosse imprimante qui a d'abord servi à des réalisations uniques avant de passer à 100 maisons individuelles pour créer un nouveau quartier. Il a fallu 10 gigantesques machines conçues et opérées par un pionnier de l'impression 3D des bâtiments pour y parvenir. L'imprimante géante, jugée plutôt 4,50 m de haut, 14 mètres de large, elle se déplace latéralement pour déposer quelques centimètres de béton spécial sur toute la longueur du bâtiment avant de revenir à son point de départ et ainsi de suite. C'est un monstre. Une nouvelle couche. C'est un monstre. Et quelle est la suite qui a été donnée justement à ces innovations ? D'autres programmes sont en route et de nombreuses start-up associées à des promoteurs se lancent dorénavant dans des programmes à grande échelle avec un slogan : construire des maisons conventionnelles de manière non conventionnelle.
L'objectif est de réduire le coût de construction grâce à l'automatisation des tâches et de réduire les délais. De 6 mois aux États-Unis, on passe à 2 mois et l'objectif avoué est de tomber à 1 mois. À tout ceci s'ajoute un argument supplémentaire non négligeable, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En un mot, Bernard, ça peut arriver en France ? Ça peut arriver, oui. Alors, il ne faut pas tout transporter, mais on aurait tort d'ignorer cette technologie porteuse de beaucoup d'espoir en pleine crise de la construction dans notre pays. Il y a là une vraie opportunité pour réduire une partie de notre déficit de logement. Et puis enfin, soyons fiers d'un pionnier français, c'est la société X3E ou X3i, dont la technologie va permettre de tester et de certifier les bétons d'impression 3D aux États-Unis. Bon, en gros, on va bientôt imprimer des maisons en France. J'ai pas rêvé. Merci beaucoup Bernard Cadot, merci Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. À bientôt. Plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.